Oui, moi je suis totalement d'accord avec ces auditeurs et je vais même être plus sévère. Je pense que le TGV a tué la SNCF. On a tout misé sur le TGV, sur les grandes lignes, et on a complètement délaissé. Alors c'était le fleuron de l'économie française au niveau européen, on en était fiers, mais on a tellement misé budgétairement sur ce TGV, qui est d'ailleurs devenu un peu dépassé maintenant. Hein. Aujourd'hui, on a des petites lignes qui sont complètement... Et puis... tu es pas quand même, parce que... mais réseau, le SNCF Réseau est dans une situation lamentable. Et là, il y a eu un accord qui a été signé entre l'État et SNCF Réseau, seulement pour 2,8 milliards. Et si je prends les chiffres en Allemagne, c'est 86 milliards. Et l'Italie, pardon, c'est 179 milliards sur 10 ans. Donc on voit qu'on est complètement à la traîne là-dessus, et qu'aujourd'hui, si on n'a pas des rails bien entretenus, neufs, etc., on ne pourra jamais avoir de petites lignes. Et c'est aujourd'hui le gros problème. D'ailleurs, le président de la SNCF, le PDG de la SNCF, disant qu'il fallait effectivement 100 milliards. Mais enfin, il a obtenu que 2,3 milliards du gouvernement. Donc je pense qu'il faut que ça devienne une priorité. Et moi, j'adore le train, à tel point que j'ai sauté dans mon salon de joie quand j'ai appris qu'il y avait le retour des trains de nuit. Moi qui habitais 12 ans à Berlin, et que il va y avoir bientôt l'ouverture du Paris-Berlin par le train de nuit. Mais je vais y aller tout de suite, parce que c'est génial. Voilà. Ouais. Donc le train, on l'aime tous, mais ça n'a pas été une des priorités du gouvernement ces dernières années. Oui, juste un petit mot pour présenter. La variole du singe, c'est pas nouveau. C'est apparu dans les années 70 en Afrique, et c'est parti d'un rongeur vers un être humain. Bon, et maintenant ça se transforme d'être humain en être humain. C'est une maladie qui se transmet essentiellement par voie sexuelle, mais aussi, attention, par contact rapproché, par la sueur, etc., etc. Il y a un énorme cluster qui a été décelé, qui est le plus important, qui est aussi celui de la communauté homosexuelle, mais il y a un deuxième cluster qui est apparu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, dans une famille à Perpignan, dans un camping. On estime que dans le monde, il y a 25 000 personnes qui sont contaminées dans le monde, mais l'OMS indique que ça va doubler chaque semaine. Il y a à peu près... Ceux de notre génération, d'ailleurs, ont été vaccinés contre la variole jeune. Ça, je vais le rappeler. Il y a 2600 contacts, 2500 personnes contaminées chez nous en France. Il y en a 5000 en Espagne. D'ailleurs, l'Espagne a par exemple pris une mesure intéressante. Dans les boîtes de nuit, ils demandent maintenant aux gens de mettre des t-shirts et ne plus danser torse nu l'été, parce que justement, le contact très rapproché fait que les gens puissent se courder. Alors moi, mon coup de cœur, il est sur plein de choses. D'abord, la France, encore une fois, a mis 2 mois à se saisir de cette question. J'ai été d'ailleurs un des premiers à râler au Conseil de Paris. 2 mois, c'est long. Parce que pendant cela, on n'a pas mis des campagnes de prévention, on n'a pas mis des campagnes de vaccination. Et à tel point que les médecins ont reçu des notes de l'arrivée du variole des singes 2 mois après. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut avoir des symptômes, le médecin généraliste qui connaît pas forcément la variole du singe, n'avait pas de notes à ce sujet et allait demander aux jeunes d'aller faire une prise de sang en se disant parce que c'est une MST. La variole du singe n'est pas une MST. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, il y a une opacité sur les stocks. Bon. Alors ça m'a toujours impressionné. Stock de vaccins. Hein. Stock de vaccins. Alors, parce que la variole est considérée comme une arme bioterroriste. On ne sait pas combien aujourd'hui il y a de vaccins dans les stocks. Alors, certains journaux ont cherché, et apparemment, il y aura à peu près entre 178 millions et 90 millions de doses de première génération. Pas la troisième, pas la dernière, mais qui sont dans les stocks en France. Et on a appris récemment que la France vient d'acheter 1,5 million de doses de troisième génération chez le seul producteur qui est un laboratoire danois qui produit ce vaccin. D'ailleurs, interrogation, pourquoi on ne pourrait pas avoir quand même d'autres producteurs danois. Et puis, la priorité est donnée à 250 000 personnes, donc issues de la communauté LGBTQI+, mais j'ai envie de dire, et les autres, puisqu'aujourd'hui on sait très bien que ça peut se transmettre beaucoup plus facilement. Concrètement, Nicolas Jeannetet, à Paris, j'ai entendu, il y a 5 pharmacies. Non, 2 il y en seulement. 5 dans toute la... Alors, c'est le troisième problème. Ouais. Je comprends pas l'ARS, l'Agence nationale de santé, le ministère.
on a gardé quoi de l'échec du début de la crise Covid? Rien. Là, on a ouvert 5 pharmacies, dont 2 à Paris, pour des essais. C'est-à-dire que on n'a même pas décidé de dire allez, on ouvre 20 pharmacies directement tout de suite, immédiatement. Voir si la vaccination marche. On teste pour voir si ça marche dans les pharmacies. Et en plus, il faut arriver avec une ordonnance du médecin. Donc, il faut d'abord passer chez le médecin pour aller ensuite à la pharmacie. Ils sont tous en vacances en ce moment. Faire un entretien de 10 minutes chez le pharmacien et ensuite être piqué. Voilà, je trouve qu'encore une fois, et je suis en colère contre l'ARS, Santé publique France et même le ministère de la Santé de ne pas réagir plus tôt face à une pandémie qui est aujourd'hui le variole du singe. Nicolas Jeantet. Oui, votre invité parlait de brutalité de la police marocaine. Il faut savoir que le Maroc est une destination récente pour les Africains subsahariens pour passer la frontière. Ce qu'il était pour eux impossible de rentrer au Maroc, c'était extrêmement compliqué. Mais depuis que la Libye n'est plus un passage très facile pour rejoindre l'Europe, effectivement, ils arrivent à passer par le Maroc. Mais il y a l'Algérie aussi, et il y a la Tunisie. Le nombre d'étudiants tunisiens qui sont en train en ce moment de quitter la Tunisie pour se rendre en Europe est important. Moi, je trouve que derrière tout ça, il y a une grande hypocrisie. C'est un coup politique, c'est pour se donner une bonne image, qu'il commence, et votre invité l'a dit, à reprendre les jeunes délinquants marocains, puisque vous savez qu'il y a des passeurs professionnels marocains qui repèrent des jeunes marocains qui sont sans domicile, qui sont orphelins, qui sont drogués, pour les emmener en France, pour essayer ensuite qu'ils volent. Donc qu'ils commencent à faire leur propre ménage et ensuite on verra. C'est bien noté, Nicolas. Oui, mais attention, passer les 200, parce que notre débat se résume en disant on passe les 250 000 pompiers volontaires en professionnels. Mais budgétairement, c'est impossible. Il faut rappeler que c'est les départements et les villes, mais surtout les départements, qui financent aujourd'hui les pompiers. Et on sait que les départements ont même du mal déjà à payer le RSA. Vous imaginez la difficulté, le coût que ça représenterait pour les départements ou les villes. Il faudrait augmenter les taxes foncières, il faudrait augmenter les impôts locaux. Je pense que c'est bien évidemment impossible. Non, je pense qu'il faut aussi demander à l'État de rénover le matériel, il faut arrêter de fermer des casernes et puis recruter, comme le capitaine l'a dit, je crois qu'il manque aujourd'hui 50 000 pompiers volontaires, plus de moyens financiers. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les pompiers servent aussi à pallier la crise de l'hôpital, la crise des urgences et la désertification médicale. Moi, je suis rapporteur du budget des pompiers de Paris, puisque vous savez que les pompiers de Paris sont des militaires. Oui, ils sont des militaires. Il y a deux cas, il y a Marseille et Paris. Voilà. Et 90% des interventions sont des interventions de premier secours, de grand-mère qui tombe dans la rue, de quelqu'un qui est malade chez lui parce qu'il n'y a plus de médecin d'urgence. Et donc, là aussi, c'est une réflexion globale qu'il faudra avoir pour éviter que les pompiers, et notamment les pompiers secours, interviennent pour le moindre petit secours. Bon. Il y a 2 millions de mineurs en France qui regardent du porno. C'est énorme, c'est-à-dire 12% des 19 millions de personnes qui regardent des pornos. Et ça peut être 10 ans, à l'âge de 10 ans. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Plus jeune. Alors, on a essayé beaucoup de choses. Il y a une loi qui est passée en 2020 pour essayer de bloquer l'accès. Contrôle parental. Contrôle parental, on mettait interdit aux mineurs, ça n'a servi à rien, on a été un peu plus loin. Il faut maintenant d'ailleurs, même si c'est gratuit, mettre une carte bleue, payer symboliquement 1 €, ou même certains sites, il faut montrer sa carte d'identité et même mettre sa photo à côté pour bien montrer qu'on est majeur. Et pourtant, ça ne marche pas. Ce que disait Olivier, c'est dramatique. Moi, chaque année, et je vais la voir en septembre, on a une rentrée avec les principaux, les proviseurs de collèges et de lycées. Et il y a 2 grosses tendances en ce moment. Il y a un problème d'ailleurs de violence générale, où on a des bandes qui viennent de l'extérieur dans la ville et qui viennent dépouiller les jeunes. Et le deuxième, et c'est aberrant pour moi de découvrir ça, c'est la diffusion. Il se passe de portable au portable pendant les cours de récré, et ils se montrent des extraits de films porno, mais qui sont d'une violence inouïe. Et ça va plus loin, puisqu'ils essayent ensuite, et c'est là bien sûr le problème, de reproduire ces scènes en réel. Et parfois de les filmer, ça peut aller jusqu'au suicide. Bien sûr, de les filmer, et ensuite de les donner. Et quand on voit que dans ces films, s'il y a beaucoup de viols, c'est ce que tu disais Frédéric, de sadomasochisme, etc., les jeunes sont complètement paumés et s'imaginent que demain,
l'amour, c'est violer une fille. Et ça devient dramatique. Oui, Nicolas Jeantet. Sauf que la prévention, mon fils me racontait quand il est au collège, il a eu son premier cours d'éducation sexuelle. Alors j'ai dit, raconte-moi, j'étais curieux de savoir. On parlait de sida, on parlait de préservatif, mais on parlait pas du tout d'amour, de sensualité, même comment faire l'amour. Donc finalement, un gamin, comme disait Olivier, un gamin quand il arrive à avoir envie d'un acte sexuel, il a en vision son cours de collège où on parle de sida, etc. Et puis les films, les extraits qu'il a vus, où c'est du viol, où c'est du sadomasochisme. Oui, c'est très inquiétant. Mais il y a une solution à la limite, c'est d'interdire les sites gratuits, les rendre automatiquement payants dès la première visite, avec une forte somme, pour effectivement, là, un gamin peut pas avec forcément... un système d'abonnement éventuellement.